Une semaine après son mariage, le duc Maximilien écrivit au roi de France. Il se plaignait que le traité de Soleure conclu avec le feu duc Charles eût été mis en oubli et qu'une portion des domaines et seigneuries de Marie, sa femme, eût été envahie contre tout droit et justice. S'il y avait, ajoutait-il, quelques différends à régler, il était prêt à les terminer par voie d'accommodement. Sinon, le courage ne lui manquait pas, non plus que le secours de plusieurs princes de ses amis. Le roi éprouvait en ce moment même la plus vaillante résistance devant Saint-Omer et Valenciennes. Il savait comment la venue du duc d'Autriche avait relevé le cœur et les espérances des Flamands et comment toute leur discorde avait cessé pour se confondre en une commune bienveillance envers leur nouveau seigneur. Les nouvelles qu'il recevait de Bourgogne étaient plus mauvaises encore. En cet état de choses, il pensa qu'il lui serait utile de traiter. Il répondit qu'il n'avait pris les armes que pour conserver les droits de la couronne, ainsi qu'il y était obligé par le serment de son sacre. Mademoiselle de Bourgogne devait pour d'autres seigneuries un hommage qu'elle n'avait pas encore fait. Toutefois, le roi offrait de mettre en appointement ses justes griefs, et pour preuve de sa bonne volonté, il allait envoyer des ambassadeurs à Lens. Une trêve de 10 jours fut d'abord conclue, puis elle fut prolongée sans terme fixe. Chacun resta en armes. Les courses de part et d'autre continuèrent. Les garnisons bourguignonnes faisaient des sorties, les Français essayaient de surprendre les places. Toute mal observée qu'était la trêve, le pays y trouvait néanmoins quelques répits. L'essentiel en ce moment pour le roi était que le duché et la comté de Bourgogne ne fussent point compris dans cette trêve. Il avait beaucoup à faire pour rétablir ses affaires de ce côté. En peu de jours, les Français furent entièrement chassés de la comté. « Ma très redoutée souveraine dame et princesse, écrivait à mademoiselle de Bourgogne le sire de Tresny, au nom de Jean de Clèves, vous plaise savoir qu'il n'y a pour cette heure nul Français en votre comté de Bourgogne que les communes n'aient tous tués ou pris. Ils sont par-delà la Saône et n'osent entrer dans la dite comté de peur des Allemands. » Le duché de Bourgogne avait aussi tenté d'échapper à la domination du roi. Les sires de Toulongeon et de Marigny avaient pris les armes avec leurs vassaux, et ils tenaient la campagne. En même temps, le peuple de Dijon s'était mis en pleine sédition, et avait massacré Jean Jouard, premier président du Parlement institué par le roi, car dans le duché comme dans la comté, les gens du commun étaient encore plus opposés à la France que la noblesse. Chalon était déjà sur le point d'ouvrir ses portes aux sires de Toulongeon. Les échevins parlementaient avec lui. Le maréchal arriva à temps. Il entra dans la ville et fit prêter serment de fidélité au roi. Dès le lendemain, l'armée du duché d'Auvergne, du Bourbonnais et du Beaujolais fit sa jonction avec le maréchal. Ainsi, la Bourgogne fut conservée au roi. Les sires de Toulongeon et de Marigny se jetèrent dans le Charolais qu'ils ravagèrent et dont ils prirent presque toutes les forteresses. Quand le roi sut comment allaient ses affaires en Bourgogne, il entra en grande colère. Malgré leur volonté de contenter le roi, les Suisses prenaient en grande compassion les malheurs des Comtois et pensaient que le meilleur et le seul moyen pour qu'on n'eût aucun reproche à faire sur la conduite de leurs gens de guerre, c'était de pacifier la Bourgogne. Ils ne voulaient pas non plus se donner pour ennemis, soit Marie, soit leur voisin et allié le duc Sigismond. Tous les cantons, hormis Lucerne, avaient même signé déjà des assurances d'amitié de bonne intelligence avec la jeune duchesse. Partagés ainsi entre les souvenirs de bon voisinage et de vieille amitié que leur rappelaient les ambassadeurs comtois et les engagements qu'ils avaient pris avec le roi, touchés de la ruine de leurs anciens alliés et ne voulant point perdre les avantages que leur promettait la France, les députés assemblés à Zurich pensèrent qu'il convenait d'envoyer des ambassadeurs aux deux parties afin de les conjurer de faire la paix. 3 des plus fameux capitaines de Morat partirent pour aller trouver le roi. Ils conjurèrent de traiter plus doucement les gens de la comté et de ne pas leur rendre si cruelle et si odieuse la domination du roi. Il reçut fort mal leurs sages discours, il n'avait que la menace à la bouche et ne connaissait, disait-il, d'autre moyen pour soumettre ce peuple que de lui faire porter un joug de fer. C'était montrer bien peu de sagesse que de parler si brutalement à ceux qui avaient naguère châtié par sa complète ruine ce fameux duc de Bourgogne, pour les avoir ainsi traités avec orgueil et menace. Les Suisses continuèrent leur route, le cœur rempli de haine et de colère, comparant ce mélange d'orgueil et de flatterie, ce langage double des Français avec les façons simples et sincères de leur pays d'Allemagne. Pendant ce temps-là, les continuelles instances des Comtois et les cruautés toujours plus grandes de la guerre de Bourgogne donnaient en Suisse une nouvelle force au parti contraire à la France. En outre, les ambassadeurs envoyés en Flandre avaient été bienvenus et grandement honorés par le duc d'Autriche et la princesse Marie. Ils étaient arrivés à cette cour inquiets de la haine que devait inspirer contre les Suisses le triste souvenir de Nancy, mais l'on s'était empressé de la rassurer. « C'est le malheur de la guerre, leur disait-on, et rien ne doit vous être imputé. » Des présents leur furent faits, et ces dons qu'ils reçurent publiquement étaient même plus riches que ceux dont le roi de France gratifiait en secret les ambassadeurs envoyés près de lui. La trêve des Suisses avec la Bourgogne fut donc renouvelée et prolongée sans toutefois rompre les alliances conclues avec le roi. Ainsi, les ligues témoignaient la volonté de rester paisibles et neutres, mais leurs gens de guerre continuaient à prendre l'habitude d'aller partout où on les payait.
Dans le cours de cette année 1477 et pendant qu'il s'efforçait de saisir l'héritage de Bourgogne, le roi resserra aussi son alliance avec le duc de Lorraine, que, dans ses premiers succès, il avait cru pouvoir dédaigner. Il était plus important encore de ne point laisser le vieux roi d'Aragon et son fils, Ferdinand, roi de Castille, embrasser le parti de la duchesse de Bourgogne. Le roi de Portugal était venu en France. Il y était encore, espérant que le roi Louis lui donnerait des secours en hommes et en argent pour faire la conquête de la Castille. Ces motifs étaient suffisants pour engager l'Aragon et la Castille à entrer dans tous les projets contraires au roi. Dans les premiers temps qui suivirent la mort du duc Charles, mademoiselle de Bourgogne, ne sachant pas encore les périls qui allaient la menacer, n'avait pas fait grand accueil aux ambassadeurs d'Aragon et de Castille qui étaient venus la complimenter. Mais bientôt après, lorsqu'elle vit ses États envahis et sa ruine entreprise par le roi de France, elle songea à chercher des alliés. 2 envoyés du roi Ferdinand, qui avaient à diverses fois rempli des commissions de lui en Angleterre, en France et en Flandre, reçurent de mademoiselle de Bourgogne la charge de retourner auprès de leur roi pour l'engager à se déclarer contre le roi de France. Elle s'excusait d'avoir fait si peu d'accueil à ses ambassadeurs et promettait une sincère alliance. Ferdinand fit répondre que la trêve avec la France n'expirait qu'au mois de septembre, mais qu'avant ce temps il consentait à entrer en négociation si les 2 envoyés avaient des pouvoirs suffisants. Lui-même les renvoya en Flandre, mais avec ordre de passer d'abord en Angleterre, d'y voir le roi Édouard, de lui proposer une alliance qui seule rendrait possible un traité avec mademoiselle de Bourgogne, et d'aller même jusqu'à lui offrir un mariage entre l'infante de Castille et le prince de Galles. Il recommandait le plus profond secret sur toute cette commission. Un allié que le roi ne pouvait enlever au duc Maximilien, c'était son père, l'empereur Frédéric. Aux premières plaintes que ce prince avait faites, le roi avait répondu que son devoir avait été de réunir à la couronne de France les seigneuries qui y avaient fait retour, et aussi de mettre à exécution les confiscations encourues par le feu duc Charles pour crimes de trahison et de lèse-majesté. La réplique était facile. « Si votre sérénité, écrivait l'empereur, voulait plus attentivement considérer ses actes, elle verrait qu'elle a plus d'une fois violé la foi jurée au Saint-Empire romain. Votre sérénité ignore-t-elle que la ville de Cambrai est un des nobles membres de l'Empire et en relevant immédiatement, ce qui est plus détestable encore, les aigles romaines et les signes de l'Empire ont été arrachés et foulés aux pieds, et vous n'avez point rougi de les remplacer par votre écusson. D'autres terres de l'Empire, et spécialement le comté de Hainaut, ont été occupées. La comté de Bourgogne, également fief de l'Empire, a été attaquée et votre sérénité ne cesse point d'y faire la guerre. Quant aux terres situées dans votre royaume, vous alléguez le droit de confiscation, mais avant la mort du duc Charles, il n'en avait pas été question. Votre sérénité avait juré une trêve de 9 années avec lui, et il ne l'a jamais violée. Qu'il vous plaise donc rendre à nous, à l'Empire et à notre fils le duc Maximilien les terres que vous avez occupées avec dommages suffisants. Alors il observera les anciennes alliances et parentés qui ont joint de tout temps les rois de France et l'illustre maison d'Autriche. Si au contraire votre sérénité aime mieux la guerre, nous attestons ici, Dieu et les hommes, que mon fils ne vous en a donné nul motif, et que nous sommes contraints à lui prêter un secours qui, avec l'aide de Dieu, ne lui manquera pas. » Le roi répondit qu'il n'avait jamais eu la pensée d'attaquer l'Empire romain, d'enquérir aucune partie, ni de violer en rien les alliances et confédérations contractées entre les successeurs de Charlemagne et les rois de France. Qu'au contraire, il avait toujours entretenu cette antique amitié autant qu'il avait été en son pouvoir, ainsi que celle qui avait toujours existé entre le royaume très chrétien et la maison d'Autriche. Il ne pouvait trop admirer que dans un temps où les peuples de la chrétienté étaient si cruellement opprimés et menacés par les infidèles, tandis que le devoir de tout bon et légitime empereur était de porter secours à la foi catholique, d'entretenir et rétablir la paix entre les princes chrétiens afin d'employer leur vertu et courage contre les ennemis de la religion, un empereur, oubliant l'office qui lui était prescrit, ne songea qu'à chercher une injuste querelle contre la France, ancienne et fidèle alliée de l'Empire. Le roi rappelait ensuite à l'empereur qu'il ne pouvait ignorer que le feu duc de Bourgogne avait encouru confiscation de ses domaines, tant en France que dans l'Empire, ainsi que l'avaient déclaré des lettres tant de l'empereur que du roi publiées durant le siège de Neuss. Il parlait encore des fiefs masculins qui avaient fait retour à la couronne, et ajoutait que, quant aux autres, ils imposaient un hommage de foi et obéissance qui n'avait été prêté ni observé, pas plus par le duc Charles que par sa fille. Alors il racontait que mademoiselle de Bourgogne avait attenté à ses droits, avait armé contre lui, s'était emparé de villes qui devaient revenir à la couronne, qu'ainsi il avait été contraint, après avoir consulté les premiers du royaume, de venir en personne se défendre contre une telle agression. Les trêves conclues avec le feu duc ne pouvaient en rien préjudicier aux droits que sa succession devait ouvrir. S'opposer à leur légitime exercice, c'était donc rompre la trêve. C'est ce qu'avait fait mademoiselle de Bourgogne. D'ailleurs, le duc Charles lui-même ne l'avait-il pas enfreinte en attaquant le duc de Lorraine et le dépouillant de ses domaines? Quant à Cambrai, le roi répondait qu'il n'avait nullement le dessein de le conquérir,
mais qu'il avait dû pour sa défense occuper une ville dont les habitants avaient épousé la querelle de son adverse parti et porté secours à ses ennemis. Si les aigles avaient été abattus, c'était sans son ordre et contre sa volonté. D'ailleurs, les rois de France étaient héréditairement châtelains, gardiens et vicomtes de la cité de Cambrai, et y avaient juridiction séparée de l'évêque. Les ducs de Bourgogne avaient joui de ce droit qui avait dû faire retour à la couronne. Passant à la comté de Bourgogne, le roi disait que jamais les ducs de Bourgogne n'en avaient fait hommage à l'empereur, qui ne l'avait pas même réclamé, et que le roi Jean, son aïeul, en donnant à son fils Philippe le duché de Bourgogne, y avait compris non seulement le duché, mais ses droits sur la comté. Enfin, l'invasion du Hainaut était justifiée comme celle de Cambrai en alléguant que les habitants de cette seigneurie l'avaient attaqué et contraint à se défendre. La lettre se terminait par quelques protestations de son désir de vivre en paix dès que le duc Maximilien et sa femme auraient abandonné ce qu'ils retenaient ou prétendaient injustement. Cette réponse fut tardive et suivie de 2 mois la lettre de l'empereur. Le roi ne l'envoya qu'au mois d'avril, lorsqu'il était déjà venu se remettre à la tête de son armée pour commencer la guerre en Flandre. Avant d'essayer encore la voie des armes, il avait passé l'hiver à faire les plus grands préparatifs. D'énormes impôts avaient été demandés dans tout le royaume. Le ban et l'arrière-ban des provinces les plus reculées avaient été appelés. L'artillerie avait été mise en état, car jamais roi n'avait donné tant de soin et n'avait eu tant de goût pour cette partie de l'art de la guerre. 12 bombardes d'une étonnante grandeur avaient été fondues à Paris, à Orléans, à Tours et à Amiens. Les forges de Creil travaillaient depuis plusieurs mois à faire des boules de fer et l'on taillait des pierres dans les carrières de Péronne pour charger les canons. Ailleurs, on fabriquait des échelles de siège et l'on ajustait les bois nécessaires pour se loger devant les villes. En même temps, le roi n'épargnait rien afin de susciter des ennemis au duc Maximilien. Il essaya de réveiller la vieille haine des Liégeois pour les Flamands et de leur inspirer un sentiment de vengeance contre cette maison de Bourgogne qui leur avait fait tant de mal. Mais lui aussi était pour quelque chose dans ces malheurs qu'il rappelait. C'était lui qui avait excité les Liégeois puis les avait livrés à leur ennemi et lui-même était venu aider et assister à leur ruine. Il ne trouva donc aucune faveur dans cette ville qui était encore pauvre, désolée, presque déserte et à peine rebâtie. Ses premiers envoyés furent mal reçus et en danger de leur personne. Des prisonniers français venus de Flandre avaient été mis à mort ou jetés dans la Meuse. Des serviteurs du roi avaient été saisis, mis en justice, décapités ou écartelés. L'évêque et les États répondirent aux propositions du roi par une ambassade qui vint lui remontrer que les Liégeois étaient maintenant trop faibles et trop pauvres pour déclarer la guerre et pour vouloir autre chose que la neutralité. D'ailleurs, disait-il, jamais nous n'avons été agresseurs. Nous sommes sujets de l'Empire, notre évêque relève de lui. Cependant, nous avons refusé même à l'empereur de secourir son fils Maximilien. Le roi rappelait l'ancienne amitié des Liégeois et de la France, les cruautés du duc Charles, la destruction de la ville, la tyrannie de la maison de Bourgogne, dont l'évêque, disait-il, avait été complice. Il ajoutait qu'encore à présent, des serviteurs de cet évêque portaient les armes pour le duc Maximilien. Quant à la neutralité, ce n'était qu'un moyen de dissimuler et d'attendre qui aurait la victoire afin de se mettre du côté du plus fort, ce qui n'était point digne des Liégeois, qui avaient autant de vertu et d'honnêteté qu'aucune nation au monde. S'ils étaient sujets de l'Empire, ils n'étaient point pour cela tenus de prendre querelle pour les volontés déraisonnables de l'empereur lorsqu'il ne s'agissait point de l'Empire. En outre, n'avait-il pas servi le duc Charles contre l'empereur au siège de Neuss ? Toutes ces négociations n'étaient rien en comparaison de la nécessité où était le roi d'entretenir sa bonne intelligence avec le roi Édouard et de veiller sans cesse à ce qu'elle ne fût point troublée par les sollicitations de l'empereur, les instances de la douairière de Bourgogne et bien plus encore par l'amitié que le peuple d'Angleterre portait aux ennemis de la France. Le roi avait sans nul ménagement saisi ou dévasté les seigneuries de Cassel et autres, sur lesquelles était assis le douaire de Marguerite d'York, duchesse douairière de Bourgogne. Ennemie qu'elle était déjà de la France, celui fut un motif de se plaindre plus vivement encore à son frère, le roi d'Angleterre. « J'envoie de vers votre bonne grâce, lui écrivait-elle, pour avoir secours et aide comme à celui en qui est tout mon confort. Qu'il vous plaise avoir pitié de moi, votre pauvre servante. Là où vous m'aviez faite une des grandes dames du monde, je suis maintenant une pauvre veuve, éloignée de tout mon lignage et amie, spécialement de vous, qui êtes mon seul seigneur, père, mari et frère. Je me confie que vous ne voudrez pas me laisser misérablement détruire comme je le suis journellement par le roi Louis de France, lequel fait son possible de me réduire à être mendiante pour le reste de mes jours, ce qui me serait fort étrange, comme Dieu sait. Hélas, sire, je vous requiers de votre grâce, ayez pitié de moi. Que je ne sois point par votre commandement pauvre et désolé ici, que du moins je puisse avoir un continent à mes dépens, 1500 ou 1000 archers anglais, et si j'avais richesse plus grande, Dieu sait que je vous requerrais d'en avoir davantage. Écrit Malines, le 29 mars 1478, votre très humble et très obéissante sœur et servante, Marguerite. Le roi Édouard fut touché comme il devait l'être de cette lettre et envoya tout aussitôt son confesseur et conseiller au roi de France pour lui faire de pressantes remontrances au sujet de sa très aimée sœur, la duchesse de Bourgogne.
Le roi fit attendre sa réponse plus de 6 semaines. « Monseigneur mon cousin, écrivit le roi, vous pouvez être certain qu'il n'y a prince au monde auquel je désire plus complaire qu'à vous, comme à celui en qui j'ai trouvé vrai et entier amour et fermeté, et en qui j'ai le plus d'amour et de confiance. » Nonobstant de si grandes assurances, le roi ne disait rien de clair sur les plaintes de la douairière de Bourgogne. Il annonçait seulement qu'il allait envoyer une ambassade en Angleterre, et alors il ne faisait point de doute que le roi Édouard ne fût bien content de ce qu'il lui offrait et voulait faire en l'honneur de lui. Le roi tarda encore 1 mois avant d'envoyer cette ambassade. Quant aux plaintes de Marguerite, il se mettait peu en frais pour y satisfaire. D'abord, il soutenait qu'elles n'étaient point fondées. Les motifs qu'il donnait pour saisir les domaines de son douaire étaient les mêmes qu'il avait allégués pour occuper les terres de l'Empire. Attaqué dans ses droits par Mademoiselle de Bourgogne, il avait été contraint à se défendre, et comme les villes du douaire étaient tenues par des garnisons ennemies et servaient de refuge à ses adversaires, il lui avait bien fallu les assiéger. Le roi d'Angleterre, qui savait si bien faire la guerre, n'ignorait point qu'il n'est pas sage de laisser derrière soi des places occupées par l'ennemi. D'ailleurs, il n'était point vrai que les villes dont il s'agissait fussent le douaire de Marguerite. Pendant toutes ces négociations, la guerre continuait en Flandre. Avant l'arrivée du roi et durant l'hiver, l'armée était restée sous les ordres du comte de Damartin qui se tenait au Quesnoy. Les garnisons des deux parties faisaient des courses plus ou moins lointaines, tentaient des surprises, rentraient après quelques pillages, mais rien de considérable ne s'était fait de part ni d'autre. Cela seul était un avantage pour les Flamands. L'arrivée du duc Maximilien avait relevé leur courage. Le bon ordre commençait à se remettre chez eux. Leur nouveau prince était jeune, avait peu de connaissances des affaires et des hommes, surtout dans un pays qui lui était étranger, mais il écoutait de sages conseillers et montrait bonne volonté. Les seigneurs et gentilshommes, se voyant en maître de puissantes familles, ne songeaient plus à passer au service du roi de France. Le duc Maximilien s'en alla de ville en ville, à Douai, à Lille, à Valenciennes, encourageant les garnisons à continuer leur vaillante défense, leur amenant des renforts, faisant entrer des convois de vivres, promettant aux bourgeois le maintien de leurs privilèges. Enfin, sachant du moins au premier abord plaire à tous et leur donner assurance, puis il passa en Hollande, où les querelles des Oix et des Kabeljoven avaient recommencé, de là dans la Gueldre et le Luxembourg, dont les habitants ne semblaient pas disposés à se soumettre. Lorsqu'il se fut ainsi fait connaître à ces nouveaux sujets, on lui conseilla de ne point laisser s'abolir l'ordre de la Toison d'Or, qui avait répandu tant d'éclat sur la cour de Bourgogne et contribué à gagner l'affection et les bons services de tant de grands seigneurs et vaillants gentilshommes. On le pressait d'autant plus à ce sujet qu'il était à craindre que le roi ne se déclarât chef de l'ordre, comme étant au droit et place des ducs de Bourgogne. La chose étant ainsi résolue, de grands préparatifs furent faits à Bruges par les soins de messire Olivier de la Marche, et le 30 avril, le duc Maximilien vint tenir le chapitre. Au lieu où devait être assis le chef de l'ordre était un coussin de velours, sur lequel était posé le collier du feu duc Charles. Le nombre de chevaliers présents n'était pas grand. Plusieurs des membres de l'ordre étaient morts, d'autres avaient pris service chez le roi de France. La guerre en retenait d'autres dans les garnisons ou en campagne. Messire de Ravenstein, de Nassau, de Chimay, de la Grutuse et de Lannoy, qui seuls assistaient à ce chapitre, requirent le duc Maximilien de se faire chef de leur ordre, et à leur requête il se rendit à l'église du Saint-Sauveur. Le coussin et le collier furent placés sur un cheval blanc drapé de noir, conduit par 2 héros d'armes. Un grand échafaud avait été élevé dans l'église. Le duc et les chevaliers y montèrent. Alors l'évêque de Tournai, chancelier de l'ordre, commença un grand discours latin, fit un pompeux éloge de cette noble chevalerie, du duc Philippe, son fondateur, du duc Charles qui lui avait succédé, et des rois, princes, seigneurs et vaillants capitaines qui s'étaient fait gloire de porter le collier de la Toison d'Or. Il termina en remontrant au prince que c'était son droit et son devoir de maintenir cet ordre et d'en être le chef. Le duc fit répondre que pour l'honneur de Dieu, la protection de la foi catholique et l'illustration de la chevalereuse noblesse, il continuerait ce qu'avaient fait ses prédécesseurs. Puis, tirant son épée, il la présenta à M. de Ravenstein, qui le fit chevalier, aux grandes acclamations du peuple. Pendant qu'on célébrait à Bruges de si pompeuses fêtes, il se livrait non loin de là de rudes combats. Il y avait longtemps que le roi désirait réduire Condé. Cette ville, toute petite qu'elle était, renfermait une garnison vaillante composée d'Allemands et de gens de Flandre. Enfin, après l'arrivée du roi, il résolut d'emporter Condé par vive force. Il partit du Quesnoy avec de grandes forces, commença par s'emparer du château afin d'avoir un passage assuré et d'empêcher Valenciennes de communiquer avec Condé. Le roi vint mettre le siège devant la ville dans les derniers jours d'avril. Ni les menaces ni la vue d'une si forte armée n'ébranlèrent le courage des bourgeois de la garnison. Il fallut donc se retrancher avec soin et prendre pour le siège de cette ville déjà à demi ruinée.
Le roi fit placer 14 grosses pièces d'artillerie, parmi lesquelles il y en avait une fameuse qui avait fait de grands dégâts à Arras. Le feu était continuel, car le roi avait promis à ses canonniers de leur donner 1000 écus si la porte était rasée dans la journée du vendredi 1er mai. Elle le fut, en effet, et les débris ayant comblé le fossé, il n'y avait plus moyen de se défendre. Les Allemands parlèrent les premiers de se rendre. Les paysans qui étaient enfermés dans la ville trouvèrent moyen de s'échapper. La dame de Condé, qui avait d'abord montré tant de courage, sentit son cœur s'affaiblir dans cet extrême danger. Elle traita avec le roi pour elle et pour toute sa famille. Le roi lui accorda ainsi qu'à sa garnison de sortir vie et bague sauve. Les bourgeois furent ménagés et laissés paisibles. Une grosse garnison fut mise dans la ville et l'on commença à réparer les remparts. Ce fut le terme des exploits du roi. Les Français prirent encore quelques châteaux, mais s'étant avancés jusqu'à Audenarde, la garnison anglaise que Marguerite tenait dans cette ville de son douaire les repoussa avec grande perte. Pendant ce temps-là, le duc Maximilien assemblait une forte armée à Mons. Presque tous les seigneurs de Flandre et de Hainaut s'empressaient à venir combattre avec lui. On y voyait le comte de Romont, les sires de Nassau, de Croÿ, de Lannoy, de Rubempré, et encore beaucoup d'autres qui avaient repris bonne volonté et courage. L'armée du roi était plus belle et plus nombreuse que celle du duc. Tout chargé d'impôts qu'était le royaume, il pouvait fournir de bien plus puissantes finances que les pays de Flandre. Il était donc à croire que la voie des armes était tout à l'avantage du roi. Le duc Maximilien s'avança alors jusqu'auprès de Valenciennes. Olivier de la Marche vint trouver le roi et lui offrit une entrevue avec son maître afin d'aviser loyalement à terminer leurs différends. Cette proposition ne fut pas agréée. Les Flamands, sachant combien le roi craignait d'en venir à un combat, rangèrent leur armée et envoyèrent des héros offrir la bataille. Cependant, les deux parties commençaient à manquer de vivres. Les villes n'avaient plus de provisions. Le temps de la moisson approchait. Il importait aux malheureux habitants qu'elle ne fût pas comme l'autre année, toute fauchée et perdue. Le duc Maximilien n'avait pas assez de force pour s'avancer parmi les villes et forteresses où le roi enfermait son armée. De son côté, le roi ne voulait pas tenter la fortune. En cet état, une trêve d'une année fut enfin conclue. Tous les sacrifices furent faits du côté du roi, pour qu'on ne lui imputât plus d'attenter aux droits de l'Empire, et afin de ne pas provoquer l'empereur et les princes d'Allemagne, il s'engagea à retirer ses troupes du Hainaut. C'était surtout avec les Suisses qu'il convenait d'agir habilement. Il y avait eu dans les premiers jours de l'année une grande assemblée à Zurich, où étaient venus avec les députés des 8 cantons les ambassadeurs du roi, de l'empereur, du duc Sigismond et de toutes les villes d'Alsace. Le duc René de Lorraine y arriva en personne, ainsi que l'archevêque de Besançon avec une grande suite. Jamais telle foule ne s'était vue dans une si petite ville. Les compagnons de guerre, les chercheurs d'aventure y étaient venus en foule pour décider l'assemblée à prendre parti dans la querelle de Bourgogne. Les logements manquaient, les vivres étaient devenus hors de prix. L'assemblée des députés des cantons était cette fois moins favorable au roi. Il avait trop mal accueilli les ambassadeurs, les engagements qu'il avait pris n'avaient point été acquittés exactement. D'ailleurs, son armée avait eu de mauvais succès en Bourgogne. Les efforts de ses ambassadeurs ne purent donc empêcher qu'une paix perpétuelle ne fût conclue entre le duc Maximilien et les Suisses. En vain on leur offrait de fortes sommes, en vain il leur fut même proposé de prendre une grande portion de la comté de Bourgogne lorsqu'elle serait conquise. Ils aimèrent mieux accepter des Bourguignons la promesse d'une somme de 150 000 florins et s'engager à ne prendre nulle part à la guerre. Toutefois, ils conservèrent sans nul changement les traités d'alliance qu'ils avaient avec le roi. Le roi ne laissa point manquer d'argent, et alors il attira dans son armée les Suisses. Il les payait bien, leur faisait un doux accueil. D'ailleurs, le roi, au lieu de s'offenser de la conduite des Suisses, de leur retirer tout paiement et de considérer l'alliance comme rompue ainsi que le voulaient quelques-uns de son conseil, avait au contraire redoublé de caresses pour les ramener à lui. Il distribua plus de pensions et de présents que jamais. Chacun des cantons reçut 20 000 francs par an. C'était plus d'argent que n'en avaient promis les gens de la comté, et encore ne pouvaient-ils payer. Les Suisses étant ainsi devenus favorables au lieu d'être contraires, la guerre de Bourgogne eut un tout autre succès. Les gentilshommes de la comté s'étaient emparés de plusieurs villes du duché. Ainsi, au moment où le roi signait la trêve d'une année avec le duc Maximilien, il savait que tout le duché de Bourgogne était rentré sous son pouvoir. Pendant que la trêve se négociait, Marie accoucha d'un fils, le 22 juin 1478. Ce fut un grand sujet de joie dans toute la Flandre, et de pompeuses réjouissances furent célébrées à Bruges, où elle était alors. Marguerite, duchesse douairière, fut choisie pour marraine.
Le parrain fut Adolphe de Clèves, sire de Ravenstein, et l'enfant fut nommé Philippe, en mémoire du bon duc Philippe, dont la mémoire était si grande dans tous les pays de la domination de Bourgogne. Le duc, tout proche qu'il était, ne quitta point son armée pour le baptême, mais dès que la trêve fut conclue, il revint auprès de Marie, et les relevailles furent solennisées par les plus belles fêtes. Il semblait que ces diverses négociations avec presque tous les princes de la chrétienté auraient dû occuper le roi moins encore que celles qu'il devait commencer avec le duc Maximilien. En signant la trêve, il avait été réglé que des commissaires s'assembleraient à Cambrai pour travailler à une bonne et solide paix, mais le roi n'avait nulle envie d'en venir là. S'il avait rendu le Hainaut et Cambrai, ce n'était point comme il le disait parfois parce qu'il ne se trouvait ni force ni vertu pour garder des terres qui n'appartenaient pas à son royaume et dont il n'était pas roi par son sacre et son onction. C'était seulement pour ne point trop irriter l'empereur et surtout les princes de l'Empire. En effet, son principal désir en ce moment était d'avoir la comté de Bourgogne, qui était aussi bien terre impériale que le Hainaut. De son côté, le duc Maximilien n'était pas fort porté à la paix. Non qu'il eût de lui-même une forte volonté, mais ces nouveaux sujets, tant nobles que Jean des Villes, avaient une si grande haine contre les Français et contre le roi Louis qu'ils en espéraient vengeance et ne voulaient encore rien céder. Au vrai, les deux partis ne songeaient qu'à recommencer la guerre et s'y préparer pendant la trêve qui était mal observée. Chacun ne manquait pas non plus de tenter de part et d'autre toutes sortes de trahisons et de gagner par argent ou promesses les serviteurs de son adversaire. On faisait de grands apprêts en Flandre. Le duc Maximilien avait assemblé les États à Termonde. Là se montra pleinement toute l'aversion des Flamands pour le roi de France. Quelques gens des États voulurent remontrer que ce prince souhaitait peut-être la paix, qu'il avait cassé ses compagnies, retiré quelques garnisons, permis aux gens de tourner, de demeurer neutres, qu'ainsi on devait tenter la voie d'accommodement. Mais ils furent à peine écoutés. Tous les autres, alléguant la perfidie et les continuelles trahisons du roi, maintenaient qu'il ne fallait écouter aucune proposition, tant que toutes les terres et seigneuries possédées par le feu duc Charles ne seraient pas rendues à sa fille. Il fut donc réglé de fournir de l'argent et des hommes afin de poursuivre vaillamment la guerre. Pour en payer les dépenses, il fallut aussi accroître les impôts en Flandre. On mit une gabelle sur la petite bière, et cette taxe produisit de grandes rumeurs à Gand. Les forgerons et les tisserands s'assemblèrent, les gouverneurs et les doyens des métiers, avertis à temps, envoyèrent contre eux des gens armés. On se battit opiniâtrement. Il demeura quelques morts sur la place. La gabelle fut établie et l'on continua à se préparer à la guerre contre les Français. En attendant, la trêve était chaque jour plus mal observée. Elle ne devait finir qu'au mois de juillet, et dès le 26 avril, elle fut ouvertement rompue par une entreprise qui fut tentée contre les Français avec le consentement préalable du duc Maximilien. Après cette première violation, la guerre se fit ouvertement. Ce n'était pas de ce côté que le roi avait en ce moment dirigé ses desseins et son espoir. Son armée avait reçu beaucoup d'artillerie, de francs archers, de nobles du banc et de l'arrière-ban. En outre, il avait attiré à lui nombre de Suisses. Tout était donc prêt pour essayer de conquérir la comté de Bourgogne. Toutefois, le roi, afin de montrer plus de scrupules que son adversaire, envoya au duc Maximilien un héraut pour se plaindre de la violation des trêves, demandant réparation pour les dommages qui lui avaient été faits. Tandis qu'il était à Dijon, se réjouissant du bon état de ses affaires, il reçut de mauvaises nouvelles d'Artois qui demandaient toute son attention. Dès le moment où la guerre y avait recommencé, elle n'avait pas été heureuse pour les Français. Leur première entreprise avait été contre la ville de Douai. La ville était bien approvisionnée, et depuis 2 ans, on ajoutait chaque jour quelques nouveaux ouvrages pour la rendre plus forte. Les Français de la garnison d'Arras résolurent d'y entrer par surprise. Ils marchèrent toute la nuit, se cachèrent dans les blés aux environs des murailles et attendirent que la porte fût ouverte. Quelques-uns s'étaient vêtus en paysans et portaient du pain et des vivres. Ils comptaient entrer comme gens venant au marché, puis se saisir de la porte et appeler les autres à leur aide. Par malheur, un bourgeois d'Arras qui avait vu les apprêts et su le secret de cette entreprise avait sur le champ envoyé à Douai une femme, bonne bourguignonne comme lui, pour tout raconter à un de ses amis. Les magistrats et les capitaines de Douai, informés du complot, tinrent la porte fermée, firent avancer une coulevrine et tirèrent sur le lieu de l'embuscade. Les Français, se voyant découverts, s'enfuirent à la hâte, laissant après eux les haches et outils de fer qu'ils apportaient pour briser les portes. Ce fut en apprenant cette nouvelle que le roi entra en si grande colère contre les gens d'Arras qu'il les fit tous, sans miséricorde, chasser de leur ville, et qu'il voulut en faire une nouvelle sous le nom de franchise. Rien ne fut plus triste et digne de miséricorde que tous ces pauvres habitants contraints à quitter sans nul délai leur maison paternelle, leurs meubles, leurs jardins, et s'en allant avec leurs femmes et leurs enfants sans savoir où ils seraient conduits et quel long voyage on leur ferait suivre. Personne ne fut épargné,
Durant quelques jours, il ne resta pas un prêtre pour dire la messe, et les dortoirs du beau couvent de Saint-Va servaient de logis aux francs archers. Peu après cette déconvenue des Français, Guillaume de la Marck, surnommé le sanglier des Ardennes, et d'autres capitaines se portèrent avec plus de 10 000 combattants devant la ville de Virton, où se tenait une garnison d'aventuriers français, espagnols ou lorrains, qui faisait 1000 mots à tout le pays de Luxembourg. Après que les murailles eurent été battues par les bombardes et l'artillerie, les assiégés, qui n'avaient nul moyen de se défendre contre tant de gens, demandèrent à composer. Le duc Maximilien, encouragé par leur faiblesse, assembla sans nul empêchement à Saint-Omer une forte armée d'environ 27 000 combattants. Elle se mit en marche le 25 juillet et arriva devant Thérouanne. Lorsque la ville fut entourée et qu'on eut commencé à battre les murailles avec l'artillerie, on apprit que les Français arrivaient en force du côté d'Hesdin. Quelques-uns disaient que, n'ayant pas plus de 825 lances, il serait impossible de soutenir le choc des Français. Toutefois, le duc était jeune et vaillant. Il désirait la bataille. On résolut de ne pas déloger sur le champ et de voir du moins ce que les Français voudraient tenter. Pendant ce temps-là, les Français s'étaient avancés et campés sur la montagne. Leur armée était moindre que celle du duc, mais on y comptait cependant 1800 lances et 14 000 archers. L'artillerie était nombreuse. Toute cette armée au lever du soleil descendait la montagne qui resplendissait au loin, toute couverte d'armures, de lances et de canons. Le duc Maximilien ordonna de soutenir l'escarmouche contre l'avant-garde des Français, et pendant ce temps on se hâta de ranger les troupes. Les milices de Flandre, avec leurs longues piques, furent mises sur une seule ligne, chaque troupe s'appuyant l'une à l'autre, et peu d'intervalle entre chacune, de sorte qu'elles semblaient disposées en herse. En avant étaient 500 archers anglais, soutenus par 3000 arquebusiers allemands. Toute la noblesse de Flandre et de Hainaut, quelques gentilshommes bourguignons demeuraient fidèles à la duchesse Marie, le comte de Romont avec ses gens de Savoie et une foule de vaillants capitaines s'empressaient avec zèle à bien servir le jeune prince. Toute cette armée était remplie de haine contre les Français, contre le roi perfide et cruel, contre tous ces capitaines, gens de rapine sans miséricorde pour les peuples, nourris dans les guerres et ne connaissant d'autre Dieu que leur épée. Une autre cause d'indignation, c'était de le voir commandé par le sire de Crèvecoeur, lui qui avait été enrichi et illustré par la maison de Bourgogne, honoré de la Toison d'Or, intime conseiller du duc Charles, et qui avait trahi Marie, sa fille, peu de jours après qu'elle avait reçu son serment et lui avait donné toute sa confiance. Avant que le combat commençât, le duc Maximilien conféra la chevalerie au sire Charles de Croÿ et à quelques autres gentilshommes. Cependant, les Français avançaient. Monsieur de Crèvecoeur avait dans son armée de vaillants et illustres chefs. L'armée des Français avait marché vers Guinegate, laissant ses bagages entre les deux collines, et le combat fut entamé vers 2 heures. Les archers anglais ayant, selon leur coutume, fait le signe de la croix et baisé la terre, crièrent « Saint-Georges et Bourgogne !» et commencèrent à tirer. Leur trait et l'artillerie faisaient ravage parmi les Français, mais M. de Crèvecoeur, formant une troupe de 600 lances, suivis des archers d'ordonnance, la fit passer sur la droite, le long d'un bois, pour envelopper l'armée ennemie. Les gendarmes bourguignons arrivèrent aussitôt de ce côté pour défendre l'aile gauche qui allait être enveloppée. Ils soutinrent d'abord le choc vaillamment. Toutefois, les Français étaient nombreux et bons hommes d'armes. Ils eurent bientôt le dessus. Ayant passé entre l'armée du duc et sa cavalerie, celle-ci se trouva coupée et prit la fuite en désordre, les uns vers la ville d'Aire, d'autres sur la route de Saint-Omer. Quand les gendarmes de France virent cette déroute, ils se lancèrent à la poursuite des fuyards. C'étaient pour la plupart des gentilshommes et des chevaliers richement armés et vêtus, dont il y avait bonne rançon à espérer. Le sire de la Grutuse, Olivier de Croÿ, d'autres encore furent faits prisonniers. Le sire Philippe de Tresny, qui portait une robe de drap d'or par-dessus une brillante armure, furent poursuivis jusqu'à la porte d'Aire par des gendarmes qui croyaient que c'était le duc d'Autriche. Pendant que la meilleure part des lances françaises s'était ainsi dispersée à la poursuite des Bourguignons, les francs archers continuaient leur attaque contre la forte ligne de gens de pied que commandaient le comte de Romont, le comte de Nassau et le duc Maximilien lui-même. Là fut le plus rude combat. Les archers anglais et les arquebusiers allemands firent un cruel ravage parmi les francs archers, tirant si serré qu'à peine ceux-ci avaient-ils le temps de tendre leurs arcs.
Lorsqu'on arrivait sur le corps de bataille, toutes les attaques venaient se briser contre les longues piques des milices de Flandre et les bâtons ferrés qu'elles avaient plantés en avant. N'ayant plus de secours des compagnies de gendarmes, et se trouvant même sans chef principal, car M. de Crèvecoeur tout le premier avait laissé la bataille pour donner la chasse aux gendarmes bourguignons, les Français furent repoussés avec grand carnage. Les francs archers d'ordonnance furent eux-mêmes rompus et mis au désordre. Le duc Maximilien commençait à les poursuivre avec ce qui lui restait d'hommes et de cheval quand arriva la garnison de Thérouanne, commandée par le sire de Saint-André. Mais au lieu de venir à l'aide des compagnies de gens de pied, il se jeta avec ce qui restait d'hommes d'armes sur les bagages des Bourguignons. Attiré par l'espoir d'un pillage riche et facile, une partie des francs archers laissa l'attaque commencer et vint prendre part au butin. Il était immense. Les milices de Flandre traînaient toujours des équipages pourvus de toutes sortes de provisions. Les riches gentilshommes avaient aussi des bagages chargés d'or, de vêtements magnifiques, de vaisselle, d'argent. Parmi tous ces chariots se tenaient les malades, les prêtres, les femmes qui suivaient l'armée avec leurs petits-enfants. L'ardeur de la rapine et le désordre furent si grands que presque toute cette foule sans défense fut égorgée. C'était une horrible pitié que d'entendre leurs cris, de les voir massacrés par les archers ou foulés aux pieds des chevaux par les gendarmes. Cette cruauté redoubla le courage des Flamands. Ils restaient inébranlables derrière le rempart de leurs piques et de leurs pieux à pointe de fer. Toutefois, leur péril redoublait et la journée allait être perdue pour le duc Maximilien. Les Français venaient de se saisir de son artillerie et commençaient à la tourner contre son armée. Pour lors, le comte de Romont, voyant bien qu'un moment de plus et tout serait fini, résolut de tenter un dernier effort et de profiter du désordre des Français. Désordre d'autant plus grand qu'il se croyait victorieux. Il rassembla ses gens, se jeta tout le premier du côté où l'artillerie venait d'être prise, parvint à la reconquérir et sans se laisser arrêter par une blessure qu'il reçut à la jambe, il continua à pousser les Français. Bientôt ils furent entièrement rompus et se mirent à leur tour en déroute, laissant à la merci de l'ennemi leur camp qui devint aussi la proie du pillage. En vain les gendarmes revenant de leur poursuite tentèrent-ils de réparer ce malheur. C'était trop tard, ils arrivaient harassés l'un après l'autre sans savoir ce qui se passait sur le champ de bataille et à grand-peine pouvaient-ils échapper eux-mêmes à ce péril imprévu. Toutefois, ce ne fut point une défaite complète. L'armée française ne fut point détruite, M. de Crèvecoeur se retira et recueillit une partie des gens qui lui restaient à Hesdin et dans les autres garnisons. La bataille avait duré depuis 2 heures jusqu'à 8 heures du soir. Le duc Maximilien pouvait se dire victorieux car il avait gardé le champ de bataille, mais la victoire lui avait coûté cher. Presque tous ses hommes d'armes avaient été tués au prix. Jean, fils du bâtard Corneille, qui avait péri autrefois à Rupelmonde, le grand bailli de Bruges et bien d'autres puissants gentilshommes périrent en cette journée. Le duc Maximilien y montra une extrême vaillance et se tint pendant presque toute la bataille au plus fort du danger. Le courroux du roi fut grand quand il reçut cette nouvelle. Il s'emporta contre M. de Crèvecoeur, qui avait, contre sa volonté si bien connue, hasardé l'honneur et le salut du royaume dans une bataille qu'il croyait plus perdue encore qu'on ne lui disait. Néanmoins, apprenant la grande perte des ennemis, il feignit de n'avoir ni crainte ni regret, se contenta des excuses de M. de Crèvecoeur. Puis il se hâta d'écrire aux Bonneville que son armée avait remporté une grande victoire et détruit la fleur de la noblesse flamande. Partout on chanta des Te Deum et l'on alluma des feux de joie. Il était pourtant resté 7000 combattants sur le champ de bataille et l'on avait perdu de vaillants hommes de guerre. Si le duc Maximilien avait eu plus de hardiesse ou eût été mieux conseillé, il aurait profité du premier trouble des Français et serait entré dans Thérouanne, peut-être même dans Arras. Mais le premier moment une fois manqué, il n'était plus en état de continuer une forte guerre. Les bagages de son armée avaient été pillés et détruits, une partie de son artillerie avait été emmenée avant que le comte de Romont ait pu la reprendre. Le pays, ravagé depuis 3 ans, ne pouvait plus fournir aucune ressource. Il leva le siège de Thérouanne, les milices de Flandre retournèrent chez elles, et ce fut 2 mois après seulement qu'il put rassembler assez de monde dans la ville d'Aire pour tenir de nouveau la campagne. Le duc Maximilien continua à se saisir encore de quelques autres châteaux des environs. La bataille de Guingat avait encore plus changé la volonté du roi. Du jour où il sut cette mauvaise nouvelle, sa résolution fut prise de faire la paix, mais sans se presser, aux meilleures conditions, en donnant autant d'embarras qu'il pourrait au duc Maximilien et profitant de toutes les occasions.